Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Une nouvelle fois, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Bertrand Cron, spécialiste du Kyokushinkai, mais également de biomécanique et aussi de communication, mais ça c'est encore autre chose. Et on va aujourd'hui aborder le thème de la préparation mentale. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marvin, ça va très très bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors, on fait semblant, vous avez bien compris quand on toutes les interviews d'affilée, mais on vous dit quand même bonjour parce que vous ne les avez pas tous en même temps. Donc aujourd'hui, on aborde la question du mental. Et alors, la première question qui me vient quand on parle de karaté plein contact, de Jinsen karaté, c'est la peur de prendre des coups. Comment on apprend à des personnes il y a des gens qui ont envie de ce plein contact, mais qui ont peur de prendre des coups. Comment on arrive à dépasser cette peur, on aide à dépasser cette peur. Alors j'ai ça chaque année, j'ai ça chaque année avec des enfants, avec des femmes, avec des gens de petite constitution en disant moi ça m'intéresse, mais ce que j'ai peur de prendre des coups, moi je veux pas faire de combat. J'ai un exemple qui est le plus illustrateur de ça. Un jour un monsieur vient me voir, il devait avoir plus de 40 ans à l'époque, il me dit je suis le directeur informatique d'un des plus gros laboratoires français dans la région pharmaceutique, Beaufour-Ipsen, pour ne pas le nommer. Je fais plus du tout de sport. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de sport. Moi, j'ai vu votre pratique en regardant par la fenêtre dans votre dojo. Est-ce que je pourrais m'inscrire? Mais alors, je vous préviens tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Je veux pas faire de combat. Je veux pas passer de ceinture. Je dis, moi, vous êtes le bienvenu. Vous prenez ce que vous voulez. Quand il y a les combats, bah, vous les faites pas. Et puis, c'est tout. Ce monsieur s'est inscrit. Il est maintenant 6e dan. Ça résume tout. Ouais. C'est la progressivité qui est importante. Si vous dites à quelqu'un, bon, ça y est, tu fais du kyoku, on va faire un combat, tu viens contre moi, vous lui mettez une punition, bah, il ne reviendra jamais. Et il a raison. Il faut que ce soit progressif. Alors, d'où l'importance du randori. Le randori, c'est un échange de techniques. On en a déjà parlé dans la première partie. C'est un échange de techniques. C'est pas du combat. Il n'y a rien à gagner. Moi, je dis une phrase qui me paraît essentielle pour que les gens le comprennent. Lorsque vous faites un randori avec un partenaire, déjà pas avec un adversaire, avec un partenaire, le but, ça n'est pas que vous soyez meilleur que lui à la fin du randori, ça soit que vous soyez meilleur que vous-même, vous n'étiez au début du randori. Dans 2 minutes de randori, vous devez avoir appris quelque chose. Donc, fixez-vous des objectifs. Ne commencez jamais un rendez-vous, un randori, en disant, bah, tiens, je vais travailler, on verra bien ce qui se passe. Moi, mon défaut, mon pied arrière est trop souvent ouvert. Je n'ai pas l'alignement dans la biomécanique. Mon pied arrière, il n'est pas dirigé vers mon partenaire. Et bien, tant pis s'il marque plus de technique que moi, tant pis s'il est meilleur que moi. Il faut qu'à la fin du randori, j'ai amélioré ça. Donc, pendant tout le randori, je vais me poser la question. Ah, au moment où j'ai bloqué, mon pied arrière, il n'était pas droit. Avant d'attaquer mon washi, je n'ai pas commencé par mettre mon pied arrière. Et puis, à force de vous le dire, ça va être intégré. Mmh. Peut-être sur un randori, mais peut-être sur 15 jours. Lorsque ce sera intégré, est-ce que mes genoux sont suffisamment fléchis en combat? Je combats trop debout. Corriger point par point, ce que les Américains et les Anglais appellent le step by step. On ne monte pas au 3e étage en sautant du rez-de-chaussée au 3e étage. On prend une marche, puis une marche, puis une marche. Donc, servez-vous de cette notion pour utiliser le randori. Et dans la question que tu viens de me poser, utilisez le randori, pour ne pas bloquer tout. De temps en temps, il y a un guédin de Mawashi qui arrive dans ma cuisse, il n'est pas plein pot, et ben je le prends. Mmh. Et à force de le prendre, je vais le prendre de plus en plus. Et à force d'avoir cette sensibilité, je vais inconsciemment apprendre à absorber la technique que je reçois. Un tibia, c'est pareil, ça ne s'endurcit pas en disant je vais tout bloquer avec le tibia. Je vais bloquer des coups qui ne sont pas dangereux. Je vais endurcir mon tibia avec une bouteille le soir en rentrant. Je vais accepter d'avoir un peu mal. Et je vais Mmh. m'apercevoir qu'en ayant toujours un peu mal, je prends des coups de plus en plus forts parce que j'ai appris à mon tibia à s'endurcir, à insensibiliser certaines terminaisons nerveuses.
et je m'aperçois qu'un Mawashi Geri qui m'arrive plein pot dans les côtes, dont j'aurais eu une trouille de me faire casser 3 côtes, et ben maintenant, je prends l'absorbant en le bloquant, en l'esquivant, enfin, quelle que soit la technique. Mais si je refuse tous les coups, j'aurais toujours peur de prendre des coups. Donc, Hmm. c'est la progressivité des coups reçus qui permet d'éliminer la peur d'en recevoir d'autres, à mon sens. C'est marrant, ça, je me permets un parallèle, c'est avec Richard Douyeb, on a écrit un livre à plusieurs mains, et du coup, il donnait des conseils pour apprendre à gérer le stress en agression, et il disait exactement le même conseil, c'est-à-dire commencer tranquillement, la personne qui va se faire agresser, on va commencer tout doucement, peut-être qu'on va juste lui tenir le revers, et puis petit à petit, on va mettre un peu d'agressivité, on va crier, on va... Et donc, effectivement, c'est un conseil que je trouve très, très intéressant et très Un pertinent. exercice qui s'applique à ça en Jisen karaté, un coup qui fait très peur, c'est le coup de poing remontant, le shitatsuki ou watsuki, ça dépend du style dans lequel on l'appelle, parce qu'on va le prendre au foie, à la rate ou au plexus, et quand on le prend à dos décontracté, eh ben, ça entraîne un chaos, un blocage respiratoire. Et la première fois que ça nous arrive, on s'est tous dit, je vais mourir, c'est fini, je respirerai plus de ma vie. Puis ça revient 30 secondes après. Eh ben, vous prenez un partenaire, vous mettez à distance de frappe, et vous mettez des tout petits shitas, Hmm. pas forts, en apprenant à contracter les abdos de la manière correcte au moment où le coup arrive, pas tout le temps, Hmm. au moment où le coup arrive. Et puis au fur et à mesure, avec votre partenaire et en fonction du niveau de votre partenaire, frappez de plus en plus fort. Et vous finissez au bout de quelques semaines par vous apercevoir que vous pouvez prendre un shitatsuki donné pleine puissance et ne pas avoir de blocage respiratoire, avoir une petite douleur, mais qui disparaît dans les 15 secondes qui suivent. Donc, c'est la progressivité. Et ça, c'est un exercice de progression. Et c'est pareil pour les Gedan Mawashi, les low kicks, dans les cuisses. Progression, progression, progression. Et vous n'aurez plus peur de prendre des coups. Est-ce que tu penses que justement c'est aussi une bonne façon pour apprendre à frapper? Parce qu'il y a une deuxième peur, c'est celle de faire mal au partenaire. C'est exactement la même chose. Donc, il faut d'abord apprendre à frapper en contrôlant, en expliquant aux pratiquants qu'il suffit qu'ils mettent quelques centimètres de plus pour que la frappe soit efficace, mais ne pas faire mal. Donc, contrôle parfait. Ensuite, il faut frapper dans des PAO. Là, on ne peut pas faire mal et on peut libérer sa force en disant ah ben là, je peux me défouler. Pour les enfants, c'est absolument fabuleux, hein. La frappe dans le vide doit être identique à la frappe sur cible pour ne pas dire ah bah oui mais là dès qu'il y a quelqu'un j'ai peur de me faire mal. Et puis ensuite de ça on peut travailler avec des protections de corps, on a moins peur de frapper parce que la cuisse, les abdos, un plastron sont protégés. Moi j'aime pas trop ça parce que ça change les distances, ça change la notion de frappe elle-même. Et puis après on peut demander aux gens de faire des randori en appuyant de plus en plus sans aller jusqu'au Jisen combat, jusqu'à la mise hors combat, mais en appuyant de plus en plus. Et on s'aperçoit qu'on frappe et on est persuadé qu'on va faire mal et que l'autre ne réagit pas. Donc ça fait perdre petit à petit la peur du coup qui va faire mal. Et ce qui fait perdre aussi, c'est les coups qu'on reçoit. Parce qu'on s'aperçoit, oh là là, si je lui avais mis ça, je lui aurais fait très mal. Et en fait, il ne me fait pas très mal parce que j'ai appris à l'absorber, donc je peux faire la même chose. Mm. C'est aussi une notion mentale très importante. Et justement, en fait, c'est-à-dire que tu parles d'absorber, ça demande un certain relâchement, en fait, d'être absorbé. Si on est complètement gainé et que on va tout prendre plein pot, Oui. comment travailler ce relâchement? Alors là, malheureusement, en explication, dans une interview, je pense que je vais avoir énormément de mal parce que ça repose sur toute la biomécanique, justement. Il faut que chaque articulation joue un rôle d'amortisseur. Vous enlevez les amortisseurs et les suspensions sur une voiture. À Mm. chaque bosse, prenez toute la répercussion du sol. Vous remettez les amortisseurs ont un rôle d'absorption. Et ben, dans le corps humain, chaque articulation peut avoir un rôle d'amortisseur. Et ça s'enseigne petit à petit Mm. en comprenant d'abord les appuis, ne jamais être en appui sur les talons parce qu'on enlève l'amortisseur cheville. Ne jamais avoir de genou tendu parce qu'on enlève l'amortisseur genou. Il y a d'autres impacts sur Mm. le fait de respecter les appuis et les aplombs, mais au niveau de l'absorption, ça joue. Toujours avoir une rétroversion du bassin de façon à pouvoir avoir un amortisseur au niveau du bassin, au niveau intermédiaire entre les membres inférieurs, le tronc et les membres supérieurs. Donc tout ça, malheureusement, venez à mes stages de biomécanique, ils sont toujours gratuits. C'est dans ces stages que vous allez le comprendre. Et Mm. puis, essayez des choses. Frappe-moi de plus en plus fort, de façon à ce que je me rende compte si j'arrive à absorber sans esquiver, sans refuser la technique. Bien entendu, pas plein pot, mais
de plus en plus fort. Il y a un moment où j'y arrive plus. Alors pourquoi? Parce que ça me fait trop mal, parce que j'ai mal préparé mon corps, ou parce que je ne sais pas utiliser les amortisseurs de biomécanique qui sont constitués par mes articulations. Ça, c'est de l'enseignement progressif, mais ça se fait en travail à deux, quoi. C'est complètement impossible d'aller plus loin que les quelques explications que je viens de te donner Mais ça donne pour déjà ça. des pistes de réflexion pour ceux qui en cherchent, Oui. et c'est toujours enrichissant. Et d'un point de vue mental, le fait d'être disponible, de pas, parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent quand on passe en plein contact. Nous, on a aussi des combats qui sont parfois en plein contact, notamment pour les passages de grade. Et les gens ont tendance à de suite être frisés, d'être bloqués mentalement. On le voit, ils sont plus disponibles, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font en combat souple. Comment tu fais pour... Alors les gens te disent, moi, je ne peux pas combattre comme ça parce que j'ai pas le mental. Hmm. Ce à quoi je leur réponds que le mental, ça n'existe pas. Je sais que tu vas sursauter dans un premier temps, mais je vais te l'expliquer. Je vais te donner un exemple simple. Tu sais nager, Marvin. À peu près. Tu sais nager quoi Oui. comme distance? En distance, j'ai jamais fait. Alors là, je À pourrais peu pas. près. Est-ce que tu es Ça, du capable de 50 faire, mètres. est-ce que tu es capable de faire 10 km de nage? Ah non, 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 je pense pas, non. Est-ce que tu es capable d'essayer quand même? Tu n'as pas D'essayer, le oui. mental pour essayer, pour Oui, te dire je vais faire les 10 km. oui. Mais si je te dis pour 1 million d'euros, est-ce que tu veux essayer? Ou si je te largue en pleine mer à 10 km de la côte, est-ce que tu vas essayer? Ah, je sais pas sûr. Tu vas essayer. Oui, Mais ton mental, il n'a pas changé. oui, oui. Qu'est-ce qui a changé? Ta motivation. Hmm. Pour sauver ta vie, tu vas essayer, tu vas Ah tout oui, oui. faire. Tu vas continuer à nager vers Hmm. la côte, tu vas continuer à le faire. Pour 1 million d'euros, peut-être que Ah tu n'y oui, arriveras pas. Mais pour 1 million d'euros, je t'ai mis une motivation. oui, oui, d'accord, oui. Donc il faut que les gens comprennent que le mental lui-même, il n'existe pas. C'est la motivation qui compte. Ma Hmm. motivation, c'est d'augmenter la maîtrise que j'ai de moi-même, le respect que j'ai pour moi-même, l'image que je donne aux autres pour qu'ils aient un meilleur respect. Donc je vais essayer. Par contre, si je te dis qu'il faut que tu aies le mental pour combattre, non, j'ai pas envie de prendre de coups, j'ai pas envie de donner des coups. Ah oui, ça. Donc, il faut, par le discours et par les exercices, apporter, à mon sens, à Hmm. l'élève une motivation à Hmm. essayer. Il n'y arrive pas, aucune importance, il n'y a pas de jugement de valeur. Tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi. J'ai en ce moment une élève dans mon dojo qui n'est pas douée du tout, mais avec une motivation extraordinaire. Et elle arrive à faire des progrès. Et quand elle combat, on a l'impression que sa vie est en jeu. Est-ce que demain, tu es capable de combattre contre quelqu'un au couteau en te disant ta vie est en jeu? Non, tu n'as pas le mental pour. Par contre, si tu as des enfants et que ton fils de 5 ans, il est Hmm. derrière toi et que c'est lui qui va prendre le coup de couteau, tu vas le faire. Hmm. Donc, il faut que l'enseignement, les cours et la partie qu'on peut appeler mentale si on veut, mais la partie de transmission verbale soient faites pour créer une motivation, une atmosphère qui permet à la personne de comprendre que cette motivation ne lui permettra pas d'y arriver du premier coup, mais lui permettra d'essayer. Et qu'à force d'essayer, la motivation va grandir et il va finir par y arriver. Pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire du JCN karaté, mais ceux qui sont faits pour, mais qui pour l'instant n'ont pas la motivation pour essayer, ça peut leur permettre d'y arriver. Très intéressant. Effectivement, alors le mental dont tu parles, effectivement, la motivation, c'est ce qui va le nourrir. Et en plus, c'est intéressant parce que tu parles pas de motivation intrinsèque, mais carrément de motivation prosociale. Alors, pas de motivation extrinsèque, ça c'est sûr, mais tu es carrément sur la motivation Exactement. prosociale. Et ça, c'est hyper enrichissant. Merci, merci pour cette remarque tout à fait pertinente. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance du salut. Pourquoi c'est important selon toi ce salut? Alors, le cérémonial du salut, quand tu en discutes avec des Japonais, il y a énormément de connotations cachées, des okuden comme dans les katas, qui sont importantes. Il y a aussi des notions de salut et de respect du combat. Pourquoi, quand on se met en seiza pour faire un salut, on commence par mettre le genou gauche au sol, jamais le genou droit? Parce qu'à l'origine des arts martiaux, il y avait un katana. Et que si on met le genou droit au sol, on bloque la possibilité d'utiliser le bassin pour dégainer le katana. Pourquoi, lorsqu'on se met en seiza, seuls les deux gros orteils se croisent? Les pieds ne doivent pas être l'un à côté de l'autre, ils ne doivent pas être l'un au-dessus de l'autre, pour une raison très simple,
c'est que l'un à côté de l'autre, quelqu'un qui vient derrière moi, il écrase mes pieds, je ne peux pas me lever. Les pieds croisés, il écrase mes pieds, je ne peux pas me lever. Juste les gros orteils croisés, le droit par-dessus le gauche, eh ben, je peux lever le gauche et ensuite lever le droit et me retourner face à un adversaire derrière moi. Donc déjà, dans la partie purement physique du salut, il y a des explications sur la façon de placer le bassin et de faire une rétroversion et de placer les poings en haut des cuisses pour les kyokushin ou en bas des jambes, ou la façon dont on salue. Il y a aussi une notion de respect de l'autre. Donc déjà, on fait intervenir une notion mentale. Pendant le mokuso, mokuso, ça veut juste dire fermer les yeux. Ça ne veut pas dire méditer, ça veut dire fermer les yeux. On fasse zazen, méditation assise, on fasse juste mokuso, il faut l'utiliser. C'est pas, je vais attendre que le professeur il dise, allez, ça y est, mokuso yame, vous ouvrez les yeux, on va se lever. Qu'est-ce que je dois travailler en début de cours? Déjà, ma respiration. Ma respiration pendant le mokuso me permet d'envoyer de l'oxygène un petit peu partout, et notamment d'en envoyer dans le cerveau. Donc d'ouvrir mon cerveau à une ouverture d'esprit, à une disponibilité et à une capacité à mieux apprendre les techniques. Donc je pense, inspiration rapide par le nez, expiration très lente, 5 à 7 fois plus longue que l'inspiration, pour une raison simple qui est encore de la biomécanique. La molécule d'oxygène, si elle fait cette taille-là pour rentrer dans les poumons, et pour apporter du carburant à mes muscles et à mon cerveau, c'est bien. Donc l'inspiration courte suffit. Par contre, le gaz carbonique, qui est le déchet gazeux de mon organisme, elle fait cette taille-là par rapport à l'oxygène. Donc il faut que l'expiration soit beaucoup plus longue pour éliminer les déchets gazeux. Et tout ça, ça va permettre d'oxygéner mes muscles, d'éliminer les déchets gazeux, d'oxygéner mon cerveau et de le rendre plus disponible. On peut appeler ça de la préparation mentale. Elle peut aussi s'expliquer de manière physique, mais elle est très importante. Ça, c'est en début de cours. En fin de cours, si je suis débutant, je vais penser à la même chose. Mais à chaque cours, j'ai appris des choses. Donc, je profite de ces quelques instants pour relaxer mon corps, respirer et me dire, aujourd'hui, j'ai appris l'ouverture du pied d'appui sur le bol du pied pour le Mawashi Geri. Et j'y pense. Et cette visualisation permet d'améliorer la capacité à apprendre ce que j'ai appris. De la même manière, je vais plus loin que le salut, que le soir, lorsque je me couche et que je vais m'endormir, si j'ai un kata que je suis en train d'apprendre, je le visualise dans ma tête. Et je l'apprends beaucoup plus vite que si je le fais uniquement de manière purement physique. Donc, ces saluts, ils ont déjà une répercussion, une connotation importante pour l'apprentissage du cours. Et ils ont aussi, et là les Japonais ont raison, une connotation importante pour le respect. Le premier salut que je vais faire, c'est le salut au Shinden. Alors, d'une école à l'autre, c'est un peu différent, mais les notions sont généralement les mêmes. Le nom peut changer, mais les notions sont les mêmes. Le Shinden, c'est un sanctuaire. Généralement, le mur que je salue ne sont représentés sur ce mur que des personnes qui sont décédées, qui ont permis à mon art martial d'exister. En Kyokushin, généralement, on a bien entendu Maître Oyama et quelquefois on a Maître Sawai, le fondateur du Taikiken. Mais on peut avoir, si mon professeur principal avait été décédé, je peux mettre une photo de lui sur ce mur, sur ce kamisa, sur ce mur d'honneur. S'il y a d'autres photos à mettre de gens qui sont vivants, elles sont sur les autres murs. Moi, je ne mets jamais de photos de moi dans mes dojos, et il y a des gens qui mettent des photos d'eux sur les autres murs, parce que c'est normal de les respecter aussi. J'ai des instructeurs que j'ai formés, qui ont leur propre club, qui mettent une photo de moi sur les murs latéraux, mais ils ne le mettent pas sur le Shinden, parce que pour l'instant, je pense que je suis encore vivant. Ils le mettront peut-être plus tard, le plus tard possible, si possible. Donc, ces gens-là, on les respecte, donc on les salue en pensant tranquillement à eux, en faisant un salut pour le Jisen Karaté, qui est un salut martial. Je mets d'abord le poing gauche, puisqu'on est majoritairement droitier, pour garder le poing droit disponible. Puis je mets le poing droit, je salue, mais je salue en gardant une vision périphérique. Je ne relève pas la tête elle est droite, mais je garde une vision sur tout ce qui se passe à 1,50 m autour de moi. Tout ça, c'est des notions qui me permettent de travailler mon mental et de travailler ma notion de combattant, de guerrier. Et quand je reviens, je commence par le point droit pour qu'il soit libre le plus vite possible. Puis le point gauche et je me remets droit. Et ça me fait mal quand je suis débutant. Ça me fait mal dans le dos, ça me fait mal aux chevilles qui sont écrasées sur le sol. Mais si je travaille ma respiration, j'arrive à me détacher de la douleur. Parce que quand je vais commencer le karaté avec des combats, j'ai besoin de me détacher de cette douleur.
Donc, je travaille mon mental en travaillant, en pensant à ma respiration, en essayant de détacher mon esprit de la douleur qui pourrait perturber ma façon d'appréhender le cours ou de terminer le cours. Donc, il y a toutes sortes de notions de respect, de mental, de motivation, de travail respiratoire qui vont me permettre d'aller vers le cours et de libérer mon esprit pour pouvoir aussi avoir ce que j'appelle la désynchronisation neuronale. Bloquer une technique et frapper en même temps, ou bloquer une technique avec le tibia sur un low kick qui arrive et en même temps mettre un tsuki, c'est pas physiologique. Ma physiologie, c'est d'utiliser mes deux points en même temps. Si je fais quelque chose à droite, je mets ma garde à droite, je mets mes deux gardes à droite. Or, c'est dangereux. Donc, la désynchronisation neuronale, c'est par la méditation du début de cours et l'oxygénation du cerveau que je vais pouvoir la faire. Je vais vous montrer à toi et à tous les auditeurs deux exercices de désynchronisation neuronale qui viennent du DIMMAC. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, il y en a plein. Mais je vous donne les deux plus simples. Vous allez essayer de les faire et vous allez me maudire parce qu'on commence par ne pas y arriver. Mais arriver à faire ces exercices, ça vous apprend à utiliser votre cerveau en désynchronisation. La première, il est très simple. Là, je vous montre du doigt et vous pouvez faire pareil, vous me montrez du doigt. Et là, je vous dis, c'est super. Vas-y, voilà, c'est super. Là, on est en synchronisation neuronale. Alors, tu restes le pouce gauche en l'air, mais tu me montres du doigt avec le bras droit. D'accord? Et maintenant, tu changes. Parce que ton cerveau n'est pas désynchronisé. Donc, tu te limites dans tes capacités techniques et tu fais ça tous les jours, 2 minutes. Hein. Tu n'y arriveras pas, tu vas me maudire, tu ne vas pas y arriver. Mais tu fais ça tous les jours, 2 minutes. Dans 3 semaines, tu y arrives sans problème, hein, sans regarder, avec les bras n'importe où. Ça, c'est le plus simple. Il y en a un qui est un tout petit peu plus compliqué et qui apporte plus d'éléments de désynchronisation. Tu vois? Pouce index des deux côtés. Alors, doigt tendu, il ne faut pas faire ça. Doigt tendu. Tu changes de doigt en synchronisation. Ça, tu es synchronisé, c'est vachement facile. Hein. Mais sur le bras gauche ou bras droit, aucune importance, tu restes en petit doigt et sur l'autre, tu te mets en pouce index. Quand tu arrives index d'un côté, tu dois arriver petit doigt de l'autre côté. Ouais. Ok. Ça apprend à ton cerveau à se désynchroniser. Alors au début, tu es obligé d'y penser. Le conseil que je donne pour cet exercice, c'est surtout de ne pas regarder vos doigts, parce que c'est vos yeux qui travaillent. Vous pouvez le faire les yeux fermés, plus ou moins vite, en mettant des rythmes différents. Et petit à petit, ton cerveau droit et ton cerveau gauche apprennent à couper la scissure qu'il y a au niveau du pont entre les deux et à être capable de travailler quelque chose à droite et quelque chose à gauche. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait cette formation de biomécanique pour des élèves infirmiers qui me disent, mais de temps en temps, on est dans la merde parce qu'il y a un flacon qui est en train de tomber. En même temps, il faut faire quelque chose avec le patient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la priorité? Eh ben, il y en a qui m'ont téléphoné après la formation en disant, bah, maintenant, je tiens le patient et je prends le flacon. Alors qu'avant, bah, il fallait que je sacrifie un des deux. Donc, la désynchronisation neuronale, on l'utilise tous les jours si on veut se former à ça. Mais c'est encore un travail mental, puisque c'est le cerveau là qui travaille, hein, c'est pas les pouces, qui permet d'améliorer le travail technique et bien entendu le travail de combat. Et il y a, alors là, c'est une petite astuce que je donne aussi pour travailler cette désynchronisation. La musique aide beaucoup. Bien Les sûr. instruments de musique. Et je vais te le prouver encore plus ce que tu viens de dire, c'est que dans les stages, quand je vois quelqu'un qui tout de suite arrive à faire de la désynchronisation neuronale avec ses doigts, tu dis, tu fais du piano? Oui. Parce que faire quelque chose à droite, écouter de la musique et en même temps faire autre chose, c'est aussi de la désynchronisation neuronale. Tu as complètement raison. Tu parles beaucoup de visualisation, tu en as parlé dans les autres interviews, celle de Yashima, dont on a abordé la préparation physique tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la visualisation est un outil important à utiliser et comment on doit l'utiliser en tant que pratiquant? Ah, mais il n'est pas important, il est incontournable. Là, on parle de visualisation dans le karaté. Moi, j'ai eu l'occasion, lorsque je travaillais à l'INSEP, et puis de temps en temps, je côtoie des sportifs de haut niveau, dans d'autres domaines qui n'ont aucun rapport. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un très grand champion de descente en ski de boxe et en ski de bosse et en ski acrobatique. Et je lui disais, mais tu arrives sur une nouvelle piste, tu as été la tester, tu l'as descendue à pied, tu regardes tout, et comment tu vas faire pour la descendre?
Ah, mais avant de la descendre, je la descends dans ma tête en visualisation, les yeux fermés, au moins 20, 30 fois. J'ai fait, moi, du rallye sur route, du rallye sur terre. J'ai discuté avec les pilotes. À force d'écouter leurs copilotes, ils visualisent Hum, virage 30 degrés droite. Ils le visualisent. C'est pas juste de savoir qu'il y a 30 degrés. Et les mains font tourner le volant en fonction de la visualisation. Pour nous, en karaté, on a un exercice de visualisation très courant et très important. C'est que quand on fait des tsuki dans le vide, quand on fait des enchaînements dans le vide en Ido-Gecko, quand on fait un kata, on ne doit jamais faire une technique en disant ben oui, je fais des tsuki. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que ça ne m'amuse pas. Non, chaque tsuki doit être meilleur que le précédent. Chaque tsuki, je visualise une planche ou un partenaire en face de moi. Je cherche à mettre du kimé, je cherche à améliorer ma technique et je visualise. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe dans les katas? Par exemple, dans les katas, il y a des tsuki shudan et d'autres qui sont jodan. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'élèves qui les montent bêtement, alors quelquefois à l'extérieur ou au niveau de l'épaule. Quand ils mettent un Tsuki Shudan, ils doivent visualiser où est le plexus et uniquement le plexus du partenaire virtuel. Le combat, il est réel, il n'est pas virtuel, hein. Il n'est pas imaginaire, le combat, il est réel. Donc, ils doivent visualiser le plexus, ils doivent visualiser le menton pour un coup de Jodan. hum. Et à force de visualiser, le jour où ils auront besoin de faire une technique, ils la feront beaucoup plus facilement parce qu'ils l'auront tellement visualisée qu'elle partira presque en automatisme. Je me souviens très bien avec qui c'est arrivé la première fois que ça m'est arrivé. J'étais en train de combattre en Jissen avec mise hors combat et j'ai vu le gars tomber KO avec mon tibia au niveau de la tête avant que mon mawashi parte. Et Hum, quand il est arrivé, il a pris pleine tête et il est tombé. Parce que cette visualisation crée le réflexe de départ de la technique hum. et on arrive à créer ce que les Japonais appellent l'anticipation. Mais l'anticipation, ça n'existe pas. On ne peut pas faire quelque chose avant que l'autre l'ait fait. Mais par contre, on peut le ressentir. Et c'est par la visualisation qu'on le ressentit. D'où l'importance de ne jamais faire une technique dans le vide, un enchaînement en déplacement ou un kata ou une projection dans le vide, sans ressentir quand on fait une projection. Là, tu vas le savoir beaucoup mieux que moi parce que je travaille depuis très longtemps plus les préhensions, mais on doit avoir la sensation, quand on le fait dans le vide, de ressentir le poids du partenaire pour ensuite s'apercevoir que le poids n'existe plus et que la technique passe très bien. Nous, on a des projections dans les katas. Hein. Mmh. Et dans les katas, si elle est techniquement bien faite et qu'on l'a visualisée, le jour où on l'a fait, bah, le gars, il tombe. Alors que si on l'a fait mal, bah, ça ne marche pas. Mmh. Ok, donc ça c'est vraiment intéressant, mais ça pose une question, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un certain ressenti du partenaire. Un débutant ne peut pas visualiser du coup. Alors, pour visualiser, il y a le travail à deux. Il faut d'abord leur faire des exercices à deux, dans un PAO, dans une cible, de façon à ce qu'ils sachent où est le plexus, où est le menton, comment on frappe, etc. Et puis après, quand ils le travaillent dans le vide, au début, on leur dit rien, on leur dit apprenez Mmh. la technique. D'ailleurs, il faut apprendre à garder le tsuki à l'intérieur, le coude à l'intérieur, faire la rotation en pronosupination et pas au niveau de l'épaule. On leur apprend toute la technique. Là, on leur demande pas de visualiser. Par contre, dans la deuxième année, dès qu'ils commencent à avoir une ceinture, la première ceinture, ils doivent avoir suffisamment appris la technique pour pouvoir visualiser. Moi, je pars du principe, quand je fais passer une ceinture, si par exemple au programme de la ceinture, il y a Mawashi Geri Shudan, Mmh. tu dois savoir ce que c'est qu'un Mawashi Geri Shudan et en connaître la biomécanique. Quand tu passes la ceinture suivante, tu repasses la précédente. Moi, je ne fais pas passer ceinture par ceinture. À chaque fois, on repart à ceinture blanche. Mais quand tu fais les techniques de la ceinture précédente, tu dois les faire parfaitement et on doit ressentir ta visualisation. Et puis à la troisième ceinture, celle de la première, tu dois les faire avec efficacité. Donc il y a aussi une progression dans la façon de procéder à la technique. C'est Et marrant ça, parce c'est... Vas-y, je t'en prie. non, je dis c'est marrant parce que c'est la même chose dans notre école du coup. On reprend toujours les mêmes techniques. Mais c'est la même chose dans tous les sports et dans tous les arts martiaux. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais arts martiaux, il n'y a pas de mauvais sport, il n'y a que des mauvais professeurs. Et ça, si je peux me permettre de faire un reproche très humblement, c'est que dans les écoles des cadres, ça n'est pas enseigné. Mmh. On leur apprend à connaître par cœur les règlements de la Fédération française de karaté, tout ce qui fonctionne, on leur apprend un peu de pédagogie, mais on leur apprend pas une pédagogie profonde. Maintenant, d'un autre côté, je comprends aussi le principe général qui est que quand on dirige une fédération française, et Francis Didier fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, le but, c'est pas d'avoir 250 000 champions, c'est d'avoir 250 000 pratiquants qui permettent à une élite
de Mm. pouvoir affronter les coups des championnats du monde, la préparation, etc. Donc, former des professeurs en se disant on ne va pas former que des grands professeurs, ça ne me perturbe pas plus que ça. D'ailleurs, tout le monde n'est pas capable d'être un grand professeur. Donc, comme tout le monde n'est pas capable d'être un grand pratiquant, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, ça n'est absolument pas péjoratif quand je dis que c'est le rôle d'une fédération de développer une masse, d'avoir un maximum de ceintures noires. Je me souviens une fois à Francis Didier avoir dit à un déjeuner où j'étais de dire, moi ce que je voudrais, c'est qu'à chaque repas dominical dans toutes les familles de France, il y a une ceinture noire de karaté. C'est notre meilleure image Mm. parce qu'elle parlera du karaté et elle donnera des envies à d'autres. Maintenant, qu'il y ait un champion d'Europe à chaque repas familial, c'est pas possible. Mm. Donc, mon rôle de président de fédération, c'est de former une élite, d'aller chercher des titres, des médailles, des résultats, ce qui fait remarquablement bien. Mm. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une masse. S'il n'y a pas de masse, ça ne marchera pas. Et dans ton dojo, c'est pareil. Tu as des bons combattants, tu as des ceintures noires, tu as des débutants, tu as des gens qui vont arrêter le karaté. Mais si chaque année, il n'y a pas une nouvelle masse de gens qui s'inscrivent, qui se licencient et qui essayent de pratiquer, eh ben, tu ne développeras jamais parce qu'il n'y aura pas de nouveaux qui iront à long terme et tu n'auras pas les élèves gradés pour entraîner les autres. Tout à fait. Il faut qu'il y ait la masse pour pouvoir entraîner ceux qui veulent rester longtemps. C'est une obligation. Mm. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as une pratique interne? Ah, énormément. Moi, à chaque fois que je peux, je travaille le taïkiken. J'aime pas la pratique statique. Dans le taïkiken, il y a une Mm. partie qui donne l'impression d'être très interne, qui est par exemple Oui, la posture de Ritsuzen. l'arbre. Ouais. Mais à chaque fois, voilà la posture de l'arbre, à chaque fois, j'essaye de travailler quelquefois dans le vide sur ma pelouse, quelquefois avec ma femme, quelquefois avec un de mes élèves, quelquefois je vais au dojo, je lui dis, bah, viens, on reste 2 heures, on va travailler ensemble pour essayer des réflexions que j'ai, de les mettre en pratique, et puis de la pratique interne tout seul, d'essayer d'avoir des sensations de blocage, d'absorption, de travail de déplacement pour me sentir plus à l'aise dans la pratique à deux. Mm. Je pense que c'est très important. Maintenant, après, c'est une question de goût. J'ai un ami qui s'appelle Jean Château, qui a un dojo extraordinaire avec très peu d'élèves à Paris, dans le 12e arrondissement. Et ben, Jean Château, à l'époque où on faisait des stages où il faisait beaucoup de taïkiken, je me rappelle d'une fois, c'était à mourir de rire. On était au bord de la mer dans un stage et Jean allait se mettre face à la mer sur une petite dune et il faisait la posture de l'arbre, Ritsuzen. Il était capable de rester 2 heures. Et il y avait un stage de l'équipe junior numéro 1 d'Angleterre de football. Mm. Et les gars le regardaient comme ça. Et à un moment, il y en a un qui vient le voir de plus près parce que quand même, la statue, elle avait l'air vachement, vachement bien faite, vachement Mm. réaliste. Et c'était au moment où Jean s'est arrêté. Il s'est mis à bouger. Le gars, il a poussé un hurlement. Il était persuadé, ça faisait 2 heures que Jean était comme ça, totalement immobile. Il était persuadé, on en a parlé après avec lui, il était persuadé que c'était une statue. Quand la statue a commencé à passer en eri pour terminer le travail du Ritsuzen, Mm. il a eu la trouille de sa vie, quoi. Et en plus, c'était juste au moment où il s'approchait, il était à 1 mètre de Jean. C'était très amusant. Ça devait être drôle à voir, je pense. Ah oui. Mais il en faut pour tous les goûts. Moi, la partie statique du taïkiken ne me plaît pas. Je l'ai Mm. fait pendant des années. Je le fais un peu, et je ne le fais pas comme je devrais le faire si je voulais continuer à rester dans le taïkiken. Je fais toute la partie dynamique qui m'intéresse beaucoup, mais pas la partie statique. Et la partie, tout ce qui est méditation ou des choses comme ça, il y a des choses que tu pratiques dans cette veine-là ou pas du tout? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de faire zazen, Mm. mais ça ne doit pas être fait pour moi. J'y arrivais pas vraiment sur un temps long. Lorsque je fais les saluts, j'essaye vraiment de rentrer dans une partie méditation qui dure une minute, hein, quelque chose comme ça, mais une méditation longue. Mais quelquefois, j'ai été obligé. Je me souviens notamment d'un stage avec Lou Colander chez Anne à Papendal, où il Mm. nous a fait faire une demi-heure de César Moukso, ensuite Moukso Yamé, et après, pour travailler l'esprit, la résistance à la douleur, il nous a fait 2 heures de cours, enfin 1 heure et demie qui restait, on a fait 2 heures en tout, on est resté en César. Et après, il nous a appris comment on se lève en César après 2 heures, parce que si tu te lèves d'un coup, tu t'effondres en hurlant de douleur, et en plus, tu n'as plus de muscles. Mais Mm. c'est une partie interne qui est intéressante, parce que là, tu étais obligé de le faire. J'étais élève, hein, j'avais beau être gradé, j'étais élève. Je faisais partie des instructeurs, mais là, les instructeurs faisaient le cours. C'était Chian qui dirigeait le cours. Et donc, tu es obligé de le faire. Et tu le maudis, comme on a tous maudit des instructeurs sur des exercices difficiles. Par contre, après,
dans les semaines qui suivent ou dans les jours qui suivent, tu comprends ce que ça t'a apporté. Mm. Ça t'apporte des choses dans le reste de ta pratique. Justement, est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire des exercices qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous... Oui, euh, oui, c'est certainement intéressant parce que ça nous fait rentrer des notions qu'on n'est pas capable de rentrer. Je me souviens de mon premier stage au Japon. J'allais passer mon quatrième dan. C'était à Mitsumine, donc là où il y a le cénotaphe de Maître Oyama, pas sa tombe, mais une tombe virtuelle parce qu'il est enterré à Tokyo. Et il y a l'histoire du Japon dit que c'est là où le dieu qui a créé la Terre a mis les pieds sur Terre pour créer l'homme. Donc il y a une statue de 30 mètres de haut qui représente, dans le confucianisme ou dans le bouddhisme, j'y connais rien, je ne peux pas donner plus de détails, qui représente ça. Donc, comme en plus je passais mon quatrième dan, il y a un examen lui-même qui a duré 3 heures de technique plus 1 heure de combat. Mais avant cet examen, on est déjà jugé par les instructeurs. Les 4 jours de stage, ils nous ont dit attention, les 4 jours de stage, c'est l'examen. Hein. Vous courez dans les couloirs en racontant des conneries, en faisant l'imbécile, on ne regardera même pas ce que vous faites à l'examen. Et c'était uniquement un examen quatrième, cinquième et sixième dan. On était 18 à passer devant les plus hauts gradés du Kyokushin mondial. Et ben, pendant tout cet examen, pendant tout ce stage, on est obligé de tout accepter et de faire attention à tout. Mais ça nous apprend des choses, y compris à la fin du stage, où c'était en plein hiver, hein, c'était au mois de novembre, c'était juste après les championnats du monde de 99. Et il y a certains jours, il neigeait, et ils font exprès de nous déstabiliser. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. On va se coucher le premier soir, et ils nous disent, demain matin, on vient vous réveiller à 7 heures, et on va s'entraîner dehors. Dormez bien. Et ils viennent nous réveiller à 5 heures. Donc en plein sommeil, puisque l'organisme s'est dit, on est peinard. Et puis on a été s'entraîner sous la neige. Ensuite, on a fait une cérémonie Shinto. Après 1 heure d'entraînement sous la neige, il faisait -2, -3, hein, pas une catastrophe, enfin, il faisait pas chaud. On s'est mis debout en fudodachi et on a attendu qu'il fasse une cérémonie Shinto qui a duré une demi-heure devant le cénotaphe de Maître Oyama. Et après, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va avoir un petit déjeuner, c'est super. Non, on a été dans le temple Shinto de Mitsumine. Et là, pendant 1 heure, il y a eu une cérémonie Shinto. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Hein. Donc, il fait 0 degré dans le temps. C'est beau, c'est très beau, c'est magnifique. J'ai des souvenirs extraordinaires. Mais il fait 0 degré et pendant 1 heure, tu es en sésame par 0 degré. Et après, on rentre le petit déjeuner en disant un thé, un croissant, un morceau de pain grillé, ça va être sympa. Non, c'est le petit déjeuner japonais. Poisson fumé, prunes pourries, riz blanc et thé à volonté. Et en plus, dans le mental, tout le monde, on s'assoit par terre, hein, c'est sur des tatamis, et on n'a pas le droit de commencer à manger tant que Kancho, Matsui, n'avait pas commencé à manger. Donc déjà, il n'arrive pas. Il arrive une demi-heure après. Donc on discute un peu avec les voisins, il y a tous les pays du monde qui sont là, on a le droit de boire. On boit du thé, mais on a le droit de boire, c'est tout. Et quand il arrive, eh ben, il discute avec ses assistants. C'est une épreuve mentale pour voir comment les gens résistent. Alors, si jamais tu viens passer un grade et que tu commences à manger, tu peux dire au revoir au grade. Donc, ça aussi, c'est de la formation mentale. Et le dernier jour, on est descendu, on était, je pense, 150 ou 200, sur un sentier qui fait cette largeur-là. Là, c'est la paroi rocheuse et là, c'est le précipice. Enfin, c'est un trou. Pas mortel, mais c'est un gros trou. Donc, on descend l'un derrière l'autre. Bien entendu, le premier commence à courir. Donc, tout le monde court en descendant. Et ça dure 1 heure, la descente. Et tu viens de faire 4 jours de stage, plus le passage de grade, plus tout ça. Le passage de grade aussi, je vais te raconter une autre anecdote mentale intéressante. Et on arrive en bas et d'un seul coup, on s'arrête. Et là, il y a une chute, plus une chute de glaçons qu'une chute d'eau glacée. C'est un peu d'eau avec beaucoup de glaçons. Et tu es obligé d'aller faire des tsuki par série de 5, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Tout le monde est obligé d'aller faire des tsuki. C'est, je crois, 100 tsuki sous la flotte qui tombe. Alors, il y a le poids de la flotte, il y a le froid, il y a les tsuki, et tout le monde réfléchit. Oh, je vais y aller tout de suite, je suis débarrassé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une erreur monumentale. T'as froid après. Parce qu'après, tu es trempé et tu dois attendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le seul truc pour se réchauffer. On descend dans le petit lac où il y a pied et on continue à s'entraîner pour que le doggy ne gèle pas. Donc, tu vois, au niveau mental, et après, il y a 300 mètres à faire, tu arrives au bus et tu te dis, plus jamais j'y foutrai les pieds. Mais 3 semaines après, tu te dis, pourvu que j'y retourne. Parce que j'ai grandi de manière extraordinaire. Bon, après, il y a 300 km de route. Pour rentrer à Tokyo, tu les vois pas, tu dors. Tu rentres avec une bonne crève, mais Ouais, non, personne n'a été malade. Hein. C'est fait.
certainement très intelligemment. Pour les profs de grade, donc tu as à peu près 3 heures de Kion et de kata, tu dois faire tous les katas du Kyokushin. Et puis après, ils disent, vous vous mettez deux par deux. Alors les gens qui ont plus de 40 ans, s'ils le souhaitent, peuvent ne pas faire de combat. Et comme je suis du Kyokushin et que vous passez des hauts grades, on va vous demander juste de faire un combat. Donc je me suis dit, je ne sais plus, j'ai 45 ans ou 50 ans, je vais faire un combat. Prenez votre voisin. Alors là, coïncidence très amusante, c'était pas lui, mais mon voisin asiatique me dit en anglais parfait, c'est un Américain, bonjour, je m'appelle Jackie Chan. Il me dit, c'est mon vrai nom, ne rigolez pas. Donc on commence à faire un petit randori tranquille. Ce qu'il avait oublié de dire, c'est que le combat, il a duré 1 heure. Ah oui. Pour voir comment notre cerveau allait s'adapter, parce que forcément, il y a des moments, bah, tu prends des coups, même en faisant attention, tu accélères, tu ralentis, tu es fatigué, tu dis j'y arriverai plus. C'était pour juger encore une fois le mental dans la pratique. Mm. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes. Et qu'est-ce que Mais ça t'apporte, ce genre d'épreuve après? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé en toi? bah, ça m'a apporté le fait de relativiser toute difficulté dans la vie. Mm. On part du principe, alors on ne savait pas que ça allait durer 1 heure. On l'a su après, quand ça s'est terminé. Mais on a vu que ça durait longtemps. Mais on part du principe, très souvent, qu'on ne peut pas y arriver. Et là, la question, ça n'est pas, la bonne question à se poser, c'est pas pourquoi je ne peux pas y arriver. La bonne question, c'est comment j'essaye d'y arriver. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mm. Et si j'essaye pas, j'y arriverai jamais. Donc, ça m'a permis de relativiser des choses qui m'ont servi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de tous les jours, dans des situations compliquées où tu vois les choses sur un angle différent. Et puis, j'en ai pas fait 25 au Japon, mais il y a des gens qui arrivent à y aller chaque année. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et à chaque fois, je trouve que ça m'a fait grandir. Mais félicitations, merci pour ce retour, pour cette expérience qui est fabuleuse. Dernière question avant de conclure. Tu as 3 minutes, tu as un combattant qui va combattre dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Alors, premièrement, d'oublier le combat qui va suivre. D'essayer de faire, pas le vide, parce qu'on ne peut pas faire le vide, mais je discute beaucoup avec lui. J'ai eu ça il y a 3 jours avec une jeune élève qui a commencé le karaté cette année, qui a fait une compétition interne, puis une première compétition externe où elle n'a pas brillé, mais elle a pris des coups, elle sait que ça fait mal, et elle m'a dit, je veux refaire celle qu'il y a, qui est un Open national, Kyokushin, par catégorie d'âge, bien sûr. Elle doit avoir 14 ans, hein, donc elle n'est pas encore mentalement très, très, très formée. Elle m'a dit, ça m'a plu, je veux refaire pour voir si vraiment je suis fait pour ça ou pas. Mais par contre, dans ma catégorie, il y a une jeune fille de notre dojo, qui est une amie à elle, qui se connaissent très, très bien, qui fait 20 centimètres de plus, qui est très, très forte et qui fait très mal. Je lui dis, c'est pas grave, tu la rencontreras en finale. Vous êtes chacun dans un tableau, débrouillez-vous pour vous rencontrer en finale. Puis si tu perds, tu perds. L'important, c'est ce que tu auras gagné toi, c'est Mm. pas le fait d'avoir une coupe. Et donc, elle arrive en finale. Déjà, elle était très heureuse. Hein, et elle gagne ses combats avant la limite, en plus. Donc, elle commence à être capable de frapper, elle qui a peur de faire mal. Mm. Et en finale, je demande à mon assistant de coacher l'autre, qui est bien meilleur qu'elle, et je dis, moi, je vais coacher Shana. Elle s'appelle Shana. Petite blonde, toute mignonne, adorable, toujours en train de sourire, très empathique en plus. Donc, c'est difficile d'être empathique et de frapper. Mm. Et donc, elle avait son combat dans 3 minutes. Je lui dis, mais oublie le combat, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du combat, tu sois contente de ton combat, que tu aies gagné ou pas de ton combat. Tu sais que tu ne peux pas la battre, mais je te certifie qu'aujourd'hui, tu vas la battre. Et je lui fais une préparation mentale pour qu'elle comprenne qu'elle allait la battre. Mm. Pas qu'elle pouvait la battre, qu'elle allait la battre. Et elle l'a battue. C'est génial. Et quand elle l'a battue, elle est sortie du tatami, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a fait pleurer parce qu'elle s'est jetée dans mes bras en pleurant, en me disant, mais je ne pouvais pas croire que c'était possible. Ça fait 6 mois que je fais du karaté, elle est gradée, elle fait 1,80 m, elle fait très mal quand elle frappe, elle est très forte l'autre. Mais au niveau de la motivation, pas du mental, au niveau de la motivation, il y en a une qui était au-dessus de l'autre. Mm. Et ça lui a permis de gagner. D'ailleurs, à sa demi-finale, c'était la même chose parce qu'elle a fait une demi-finale contre une fille qui avait battu tout le monde et qui frappait très, très fort. Mm. Je lui ai dit, écoute, ce qui est important, c'est que tu ailles au bout du combat et que tu sois déterminé, tu rentres dedans. Jamais tu cèdes.
Si tu marques, tu marques. Si tu marques pas, tu marques. Eh ben, ils ont été jusqu'au bout du combat, mais l'autre n'a pas marqué. Elle a pris des coups qui lui ont fait mal, donc elle a fait cette fameuse finale contre Jenna, Mm. sa copine, en arrivant en ayant déjà des douleurs. Mais avec une bonne préparation mentale, alors il y a des techniques qui sont des techniques médicales que j'ai mises en place plus ou moins, parce qu'en 3 minutes, c'est difficile. Le training autogène qui permet de sortir de l'appréhension, et ça lui a permis de gagner. Donc, quand je dis à un élève qui tu combats dans 3 minutes, oublie le combat. C'est pas la victoire qui compte. C'est qu'à la fin du combat, comme dans tes randonnées, tu aies gagné quelque chose. Si en plus tu as gagné la coupe, c'est génial. Si tu ne l'as pas gagné, pas grave. Si tu as grandi, tant mieux. J'ai eu ça l'année dernière avec un de mes élèves, un vétéran. Première année de karaté, il fait la Fed Cup, c'est-à-dire l'Open International Kyokushin, qui est organisé en Alsace chaque année. Et il tombe contre un gars qu'il ne connaît pas, un gars qui venait de Corse, mais qui était polonais. La Pologne, c'est un des meilleurs pays d'Europe en Kyokushin. Donc il me dit, tu le connais? Moi, je le connaissais. Je lui dis, oui, oui, je le connais, t'inquiète pas. Tu vas le battre. Le gars avait 10 ans de karaté dans les pattes. Même âge, même poids. Je lui ai dit, écoute, ce qu'on m'a dit à moi la première fois que j'ai combattu un japonais. Il m'a dit, tu sais, un japonais, s'il prend ton tibia dans la tête, il fait comme tous les autres, il tombe. Donc je lui ai dit, tu sais, il est polonais, mais t'inquiète pas, il a arrêté le karaté, là, il vient de reprendre. C'est pas parce qu'il a déjà fait du Kyokushin. C'est pas lui qui compte, c'est toi. Mm. Tu commences le combat. Il combattait en Ichigeki, c'est-à-dire 3 combats de suite de 2 minutes avec 30 secondes de repos. Et c'est la somme des 3 combats qui donne la victoire. Tout ça au Mm. chaos. Je dis déjà, tu commences le combat, tu l'attends, tu lui fonces pas dessus, tu l'attends. Déjà, il va trouver ça bizarre. Il va s'approcher, puis tu as déjà travaillé le Maï et le Mikiri, tu attends le bon moment. Quand tu es sûr que c'est le bon moment, tu lui mets un Gedan Mawashi à casser un arbre. Et ne te pose pas la question si tu vas te faire mal ou pas. Il l'a fait et l'autre a eu mal. Il n'a pas descendu, mais l'autre a eu mal. Donc il y avait une domination psychologique sur tout le combat et je lui faisais une préparation psychologique et je ne l'encourageais pas en lui disant allez, vas-y, cogne à Mm. droite, à gauche, etc. Je travaillais sur sa motivation. Et ben, il a gagné. Et quand il a gagné, il est sorti en me disant mais il est débutant comme moi. Je lui ai dit non, il a 10 ans de karaté dans les pattes. Et tu viens de battre un gars qui est un gars qui fait de la compétition pendant 5 ans. Toi, tu as 1 an de karaté. Il dit, c'est pas possible, je te crois pas. Alors, il a sympathisé avec le gars, il a été le voir. Il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, tu me l'aurais dit avant, j'aurais jamais gagné. Parce qu'il se serait persuadé qu'il pouvait pas le battre. Oui, oui. Il serait limité, il se serait limité tout seul. Et c'est important dans les stratégies que tu donnes. Là, il y a s'accrocher à des bases. J'attends, je fais le Mawashi Gedan, je sape les bases et je m'attaque à une tâche à la fois. Et ça, c'est vrai que quand il y a un stress, Exactement. une tâche à la fois. Ouais, Très intéressant. exactement. Mais merci beaucoup, Bertrand. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à la préparation mentale et qu'on n'a pas abordé, un thème que tu voudrais développer? Une chose intéressante sur la préparation mentale qui est de comprendre qu'on est tous différents. Je reviens aux techniques de communication. On a tous des profils de communication différents. Un profil empathique qui fonctionne à l'émotion ne se préparera pas de la même manière qu'un profil rebelle. Rebelle, c'est quelqu'un qui action-réaction. Hmm. Un travaillomane dans la communication, c'est quelqu'un qui est organisé. Petit A, petit B, petit C. Organisation temporo-spatiale. Donc, en fonction du profil de personnalité de chacun, on doit lui apporter une préparation différente sur le plan mental, sur le plan physique aussi d'ailleurs, mais sur le plan de la motivation, on doit lui apporter d'une manière Hmm. différente. Et ça, je pense que les gens qui veulent faire du coaching à très haut niveau, qui veulent faire de la préparation à très haut niveau, je les encourage vivement à aller faire une préparation en technique de communication processcom. Il y a plein de gens, moi j'en fais, mais c'est pas pour attirer les gens vers moi, je fais quasiment plus de stages. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des bouquins, il y a des choses intéressantes à comprendre. Et s'ils prennent le temps de comprendre la personnalité de leur élève ou de l'adversaire de leur Hmm. élève, et d'être capable de diagnostiquer ce profil et d'adapter les conseils en fonction du profil, ils vont faire encore un grand bond dans la préparation de leurs élèves. Eh bien, deux questions. Où est-ce qu'on peut retrouver tes stages éventuellement en Processcom? Et deux, est-ce que tu as des livres à nous conseiller sur ce thème-là? Alors, sur la processcom, il y a un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus du titre, mais je connais l'auteur. Vous allez sur lafnac.com et vous tapez la processcom. Hmm. Process, P-R-O-C-E-2-S, plus loin com.
Et là, vous cherchez les livres de Gérard Collignon. Hmm. Collignon. Le premier qui apparaît, je crois que c'est Alors, L'art bouge de la pas, communication. je vais chercher tout de suite. un- Vas-y, tu vas me dire et je vais te dire si c'est le bon titre. Parce qu'il y a un titre de vulgarisation qui est très clair, très complet et très intéressant et qui peut apporter beaucoup. Comment leur dire la process Voilà, communication? tu as trouvé, c'est ça. Comment leur dire? La processcom, comment leur dire de Gérard Collignon. Hmm. C'est très complet, c'est très clairement expliqué. Il faut le lire tranquillement comme une boîte à outils. On prend d'abord un profil, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Ensuite de ça, de temps en temps, les élèves de Gérard Collignon dirigent des stages. Donc, il faut taper dans le nord de la France, il y a une grosse boîte de process communication qui fait beaucoup de stages. Moi, j'en fais plus, mais s'il y a un groupe d'élèves ou de pratiquants qui veulent que j'en fasse un, ben, on me paye mes frais de déplacement, le stage, etc. Je peux en faire n'importe où en France. Hmm. Je peux me demander, je l'ai fait l'année dernière sur un laboratoire pharmaceutique qui voulait former ce manager. Et avec des résultats très intéressants, parce qu'on dit, ceux qui ont été formés ont tous fait entre plus 10 et plus 25% de résultats dans les 6 mois qu'on suivi. Ok. Donc, et je ne prends pas les mêmes tarifs pour l'industrie pharmaceutique que pour des karatékas qui souhaitent se former. Donc, Hmm. ça peut être faisable. Et ensuite de ça, quand je dirige des stages, moi, il y a un site internet qui est le site de la Fédération Kyokushin, kyokushinkai-france.com, Hmm. sur lequel il y a Le, un calendrier et il y a mes stages dans toute la France, y compris dans le monde entier. le Donc, lien en sera en description, vous inquiétez ouais, pas. en règle générale, mes stages sont gratuits. Quand quelqu'un veut me payer, je refuse jamais, hein, j'ai rien contre. Et de temps en temps, il y a des ligues ou des départements qui disent, mais on a un budget, on tient à te payer. Donc, et on tient à ce que le stage soit payant. Une Hmm. autre raison qui est tout à fait logique et que j'ai constaté plusieurs fois, lorsque c'est gratuit, les gens viennent voir. Et s'ils ne sont pas motivés à faire le stage, ben, le stage ne leur apportera rien. Tout à Donc, fait. souvent, les ligues, ils ne demandent pas grand-chose. Hein, ils demandent 10 euros, 15 euros ou 20 euros, repas compris, ou un truc comme ça. Hmm. Moi, quand ils demandent de l'argent, c'est pour eux. Hein. Moi, je ne demande pas à être payé. Et quand ils me disent, bah, sur l'argent qu'on demande, s'il reste 300 balles ou 500 balles, on va te les donner, bah, je ne les refuse pas. Hmm. Mais si vous avez besoin de formation, déjà avec ce calendrier sur le site FKOK, vous aurez pas mal de renseignements et de possibilités. Parce que j'en fais beaucoup dans ma région, mais j'en fais dans toute la France. Ouais. Donc, on vous mettra tout en description, le mail, le site, comme ça vous pourrez le retrouver et assister à ces stages ou voir éventuellement pour les proposer de faire un stage dans votre région, dans votre dojo. Et le thème, c'est la personne qui m'invite qui le choisit. Si c'est un stage de biomécanique, un stage de préparation physique, mentale, etc. Et si c'est sur du physique, je viens toujours avec mon épouse, qui est vraiment une grande spécialiste et qui est entre parenthèses, comprise dans le prix. Parce que s'il y a besoin d'un hôtel, on sera dans la même chambre. Il faudra nourrir deux personnes au lieu d'une, mais le déplacement, c'est le même. Donc, ça permet de faire des stages plus polyvalents. Super, mais vraiment, c'est super, c'est très très gentil. Est-ce que tu as une question, toi, que tu aurais voulu me poser sur la préparation mentale pour conclure cette interview? Alors, est-ce que dans la préparation mentale, il y a un axe de travail sur la préhension par rapport à la frappe? Toi, tu fais du JJB avec frappe ou que avec préhension? Alors moi, je fais du jiu-jitsu japonais, pas Ah, brésilien. japonais. Donc, il y a des frappes et de la préhension. C'est pas du JJB. Non, ouais, ouais, Ça, on est c'est complet. intéressant. Donc, dans la préparation mentale, est-ce que tu mets une notion différente sur l'approche préhension, grappling, et sur l'approche frappe? Euh, oui et non, encore une fois. Ça va dépendre du profil et de la raison de la peur. Par exemple, il y a des gens qui ont peur de chuter. Et c'est pas la même raison que la peur d'une frappe. Il y a souvent, en grandissant, on perd, ça arrive, alors ce que j'ai remarqué, souvent ça arrive aux alentours entre 10 et 12 ans. Souvent, on perd le contact au sol. Et donc, ben, aller au sol, c'est compliqué. Donc, tout ce côté-là, parce que normalement, il y a des techniques de préhension amènent à aller au sol. Donc là où il y a vraiment peur, c'est là-dessus, c'est chuter, tomber, à la limite tomber avec le partenaire. Qui... Donc cette appréhension-là, je ne vais pas la gérer de la même façon que l'appréhension de la frappe. L'appréhension de la frappe, on va la gérer, comme tu l'as expliqué très bien, par une désensibilisation progressive à la chute. L'appréhension au sol aussi, avec des outils qui le permettent, comme les gros tatamis, par exemple, dans le cas des chutes. Mais il y a aussi une habitude qui doit venir au sol. C'est-à-dire reprendre l'habitude aux gens de leur dire d'aller au sol, de se mouvoir au sol, donc avec tous des exercices. Reprendre contact avec le sol et se dire ben, se lever, descendre, parce qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué aussi. Des fois, il y a des personnes qui ont 40 ans. Oui. Et alors, est-ce que socialement,
dans notre vie européenne où la notion d'hétérosexualité, de sexualité existe dans notre inconscient, est-ce que socialement, tu as besoin de lutter aussi sur le fait d'être capable de prendre quelqu'un et de se coller à lui avec un autre homme pour un homme, avec une autre femme? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient? Parce que je me suis toujours posé la question si, s'il n'y a pas une connotation négative sur le fait d'avoir un contact physique, même si c'est dans l'art martial, Bien je sais sûr. qu'il n'y a rien derrière, si c'est important ou pas, si ça intervient dans le mental de la pratique préhension. Alors, là-dessus, je vais répondre en plusieurs temps. Le premier temps, c'est déjà tout ce qui pourrait être gênant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une attirance, notamment quand on a des ados, mais pas que, hein, il y a des gens qui pourraient avoir une attirance, mais il faut faire très attention, voilà, qu'il n'y ait pas des attouchements ou des choses comme ça. Oui, Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être ça existe dans les arts martiaux, c'est sûr. je pense qu'il y en a, enfin moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un élève qui avait des comportements étranges. Je l'ai remarqué. J'avais eu aussi une remarque une fois disant mais si j'aime pas trop faire du sol avec lui, alors je ne savais pas pourquoi. Je l'ai recadré, ça s'est arrêté. Hmm. Mon enseignant, lui, a dû exclure déjà une fois une personne, ça lui est arrivé parce que son comportement n'était pas adapté. Après, pour ce qui est de la peur de se coller, je l'ai rencontré. Alors, j'ai la chance d'avoir enseigné à des personnes qui ne sont pas neurotypiques, notamment trouble du spectre autistique. Et donc, ce genre de personnes souvent n'aiment pas le contact. Et donc, c'est arrivé avec deux personnes qui étaient dans le groupe classique, hein, donc pas entre, par exemple, un groupe dans une IME ou des choses comme ça, donc avec des personnes neurotypiques. Et là, il y a tout un travail à faire aussi là-dessus et qui passe par la préparation mentale. Et disons que c'est beaucoup plus fort chez eux, mais j'utilise les mêmes Oui, techniques quand il y a des oui, personnes qui ont du mal bah, à se coller. l'extrême, c'est l'autiste qui refuse tout contact et qui veut quand même pratiquer. Exactement. Et du coup, en symbole fort que j'ai là-dessus, c'est que j'avais un TSA, donc trouble du spectre autistique, qui refusait tout contact et qui, à la fin de l'année, est venu me faire un câlin. Et après, il a été faire un câlin à sa mère. Sa mère m'a dit, Oui, il m'a jamais fait de câlin, il a 12 ans. Il est jamais venu lui-même me faire un câlin. c'est génial, c'est une récompense fabuleuse pour un instructeur. Exactement. Et du coup, on sait qu'on a des liens forts avec ces personnes-là. Et les techniques que je vais utiliser sont en fait l'humour, énormément. Je vais passer par Hmm. l'humour, par la dédramatisation. euh, et surtout, je vais pas forcer les personnes. Et je pense qu'il faut surtout pas forcer quelqu'un qui est pas à l'aise avec ça. Mais plutôt lui dire, bah écoute, t'aimes pas te coller à lui, bah écoute, on va faire que avec le kimono, on va tenir le kimono, le keikogi, si on veut être plus juste d'un point de vue étymologique. Et voilà, on va faire comme ça. Au début, on va faire de loin, tu fais comme tu veux, et puis si tu te sens gêné, t'arrêtes. Et vraiment, faut pas mettre de barrière. Et surtout, là où c'est hyper important, du coup, c'est d'avoir des partenaires qui vont bien. Et c'est là où c'est important. Donc, quand on ouvre un club, comme ça m'est arrivé, ben, souvent, c'est moi qui sers de partenaire à ces personnes-là. Je vais essayer un maximum de leur servir de partenaire pour les désensibiliser, qu'ils se sentent à l'aise. Et comme on les met en situation de victoire en plus, bah, de réussite, bah, du coup, ils ont envie de recommencer. Et du coup, Ah oui. on désensibilise à cette peur-là. Comme ça, c'est la méthode que j'utilise. Mais encore une fois, il n'y a pas de méthode clé. Il y a des personnes avec lesquelles ça reste compliqué. Il y a des personnes pour qui la méthode ne sera pas adaptée. On revient aux personnalités, hein. C'est ça. J'ai répondu à ta question, du coup? Ah, tout à fait. Et puis je te remercie parce que ce que tu viens de me dire, c'est réciproque. Je trouve que l'échange qu'on a eu tous les deux était très enrichissant et ça m'a permis sur moi-même et puis sur tout ce que tu m'as apporté d'apprendre beaucoup de choses. Donc, merci à toi. Bah, merci à toi surtout. Tu viens de passer. Alors vous aurez pas tout là. Il y a le magazine Yashima aussi où il y a une partie. Et puis j'aurai sûrement des cuts, mais ça fait quand même 4 heures qu'on y est avec Bertrand, sans pause. Il a pas bronché une seule minute. Il a enchaîné avec le sourire. Merci pour le temps que tu nous as donné. Je rappelle qu'il y a ton livre, je ne l'ai pas rappelé dans cette interview, Biomécanique des arts martiaux et des sports de combat. Excellent livre, je vous mettrai le lien en description. Vraiment, on y aborde tous les thèmes. Également le mental y est abordé. Donc merci pour tout le temps que tu as pris et je vous dis à très vite. Chouvaille!